Alors, bonsoir. Alors, je vais juste partager mon écran pour... Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, ça fonctionne. OK. Alors, bonsoir à tous. Alors, je me présente Vincent Gruet et puis on va attendre commencer la présentation et je vais vous présenter ce qu'on fait sur notre ferme. Donc, une petite table des matières. On va juste parler un peu de mon profil, présentation de l'exploitation, les données d'exploitation, quelques chiffres clés. Ensuite, je vais vous présenter ma stratégie d'élevage, quelques résultats génomiques qu'on a eu sur notre exploitation, deux, trois exemples. Et puis, comme ça a été dit juste avant, il y aura à la fin un moment pour les questions. Donc, moi, je suis né le 5 février 1988 à Yverdon-les-Bains. J'ai suivi ma scolarité obligatoire aussi à Yverdon-les-Bains. Euh, Ensuite, de 2004 à 2007, j'ai fait l'apprentissage d'agriculteur avec l'obtention du CFC à la fin. Pour les gens qui ne sont pas de Suisse, le CFC, c'est le certificat fédéral capacité. C'est ce qui permet à un agriculteur de se mettre à son compte. C'est le minimum requis. Ensuite, en 2008, j'ai fait un stage en Angleterre sur une exploitation laitière de 3 mois. Très intéressant, sur une ferme où il n'y avait pas des brunes du coup, mais des Holstein, 300 vaches. Vraiment une belle expérience. Ensuite, en 2009, je me suis associé avec mon papa qui détenait déjà l'exploitation pour gérer cette exploitation à deux. En 2012, j'ai encore fait le brevet fédéral d'agriculteur. Ça complète un peu les connaissances du CFC. Ensuite, en 2018, ben, je me suis marié et on a eu notre premier fils, Alexandre. En 2020, est arrivée Ève, notre fille. En 2020 aussi, j'ai repris l'exploitation à mon compte tout seul. Mon papa étant arrivé à la retraite. Et puis, en 2022, nous avons couru la naissance d'Harry. Présentation de l'exploitation. Alors pour situer, donc l'exploitation se situe à l'ouest de la Suisse. On appelle ça la Suisse romande, où on parle français. Plus précisément, c'est environ 30 kilomètres au nord de Lausanne, et puis juste à côté de la ville d'Yverdon-les-Bains. L'exploitation se situe dans le hameau de Sermu, ou un tout petit hameau de 25 habitants. Il y a deux exploitations agricoles au village et donc là se situe notre habitation. Ensuite, là, c'est le bâtiment pour les vaches laitières. Vite fait, les vaches laitières sont sur caillebotis avec logette paillée. Ensuite, là, nous avons les bâtiments pour le jeune bétail et les vaches taries en hiver. Là, c'est une aire paillée. Et puis là, on a encore une halle de stockage pour tout ce qui est matériel et fourrage. Alors, présentation d'exploitation. Activité principale, donc c'est essentiellement le lait et du coup la production de fourrage pour produire ce lait. Nous avons une production annuelle d'environ 400 000 kilos de lait qui est destinée à la fabrication de gruyère AOP Switzerland. Euh, Sinon, on fait un tout petit peu de grande culture, maïs ou blé, panifiable. Ça, c'est vraiment anecdotique. C'est surtout pour renouveler les prairies qui sont en place. Ensuite, en été, on fait encore un petit peu de commerce de paille. Donc, on achète de la paille sur les champs des collègues voisins.
La spécialité, c'est qu'on fait des petites bottes encore, et ces petites bottes sont rassemblées en paquet de 14. Petite botte, ça fait un ballot, et puis c'est de la paille qui est beaucoup destinée aux régions de montagne où il y a du bétail, mais pas de céréales. Au niveau de la main-d'œuvre, donc il y a moi-même, chef d'exploitation. Je travaille actuellement avec deux apprentis. L'apprentissage dure 3 ans, et puis ils changent d'exploitation chaque année. Donc, chaque apprenti, au bout d'une année, il part sur une autre exploitation afin de pouvoir voir plusieurs productions. Ensuite, mon épouse m'aide un peu dans les tâches administratives, et puis mes parents me donnent encore des coups de main au coup par coup, à la demande. Mon papa pendant les périodes de récolte, et puis ma maman aussi, comme ça, entre deux. Les petits services rendus qui rendent bien service. Les données générales de l'exploitation, donc 55 vaches laitières à 7200 kg de moyenne, 3,91 de matière grasse et 3,67 de protéines, quasiment ouais, 100% brown suisse, et puis 45 têtes de jeunes bétail environ. On élève beaucoup, quasiment, on élève tout, et puis ensuite, suite au premier vélage, on fait un peu le tri. Au niveau des cultures, donc on a 26 hectares de prairies de fauche et pâture, ça dépend de la saison. Je détaillerai ça plus tard dans la présentation. Ensuite, 11 hectares de pâturage, dont environ 10 hectares autour de la ferme, de chaque côté de la ferme. Donc pour cette année, on aura 2 hectares de blé panifiable. Et puis autrement, on a encore des surfaces extensives qui sont un peu obligatoires. Ça résume à des bords de bois où les cultures ou les prairies intensives se prêtent pas vraiment bien. Et puis ça fait du foin qu'on a souvent, suivant le type de prairie extensive, c'est au 15 juin la première fauche. Donc c'est pas du foin top qualité, ça fait du fourrage pour les génisses ou les vaches taries. Et puis, ça nous fait un total de 42 hectares. Quelques données sur l'affouragement. Donc, pour les vaches laitières, en hiver, on a une ration sèche à la mélangeuse. Donc, on met du foin, du regain, des cubes de maïs et des cubes de pulpe de betterave dans la mélangeuse. Ensuite, on a le DAC pour complémenter avec des concentrés, énergie et protéines. Et le minéral aussi au DAC. De mars à avril, en général, on peut commencer la pâture. On essaie de commencer la pâture le plus tôt possible. C'est pas forcément l'herbe qui donne le départ, mais le sol. Dès qu'on peut aller dans les prairies sans faire trop de dégâts avec les vaches, on commence. Donc c'est souvent début mars. Là, on pâture la journée, un peu plus loin de la ferme, et puis elle reste toute la journée dans le pâturage, et la nuit, elles reçoivent la ration sèche à la crèche. De mai à août, là, on fait de la pâture tournante sur les pâturages qui se trouvent autour de la ferme. C'est accès jour et nuit au pâturage, et puis aussi ration sèche à la crèche, en complément suivant la quantité d'herbe qu'il y a au pâturage. Et ensuite, de septembre à novembre, on repart un peu sur le même système que le printemps. Alors, j'ai mis novembre en parenthèse, c'est toujours la météo qui donne le stop de la saison de pâture, mais cette année, c'est au 1er novembre qu'on a arrêté avec les vaches. Après, on a continué encore un peu avec le jeune bétail, mais voilà, dès que ça fait trop de dégâts, on essaie d'arrêter. Et puis là, comme au printemps, pâture la journée et ration sèche la nuit. Pour le jeune bétail, en hiver, c'est aussi une ration sèche, du coup un peu plus pauvre à la mélangeuse.
avec ce foin de moins bonne qualité, disons. Printemps-automne, c'est essentiellement pâture autour de la ferme, ou sur les prairies d'exploitation. Et puis, oh, pardon. En été, alors il y a environ 20 genisses qui vont à l'alpage, je dirais de fin mai à début octobre. Et puis les autres génisses sont sur des pâturages autour de l'exploitation. Euh, Quelques données sur les taureaux utilisés. Dans un premier temps, les critères de sélection des taureaux, donc c'est un minimum 800 kg de lait. Au niveau des teneurs, c'est supérieur à 0, en tout cas positif dans les teneurs, ou bien proche de 0, disons. Matière grasse supérieure à la protéine, ça je développerai peut-être plus tard pourquoi. Ensuite, les critères qui sont regardés encore, c'est la fécondité, les cellules, la persistance, et puis l'extérieur, on regarde qu'il n'y ait pas de gros défauts, mais actuellement, c'est pas un point qu'on regarde énormément. Disons que quand on a déjà pris les 3 premiers critères, il ne reste plus beaucoup de choix de taureaux. Du coup, on a vite fait le choix. J'ai la chance d'avoir hérité d'un troupeau que j'estime au niveau extérieur assez bon. Du coup, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de travailler énormément actuellement. Et puis les taureaux que j'utilise actuellement, il y a Andaman, c'est un fils de Antonov. Boxer, c'est un fils de Bison. Cadence, c'est un fils de Brookings. Olin, c'est un fils de Tu. Rastarocket, un fils de O'Malley. Et Arif, fils de Aristo. Orero, fils de Optimal. Et Tamboy, fils de Visor. Encore Brigand, fils de Bender. Ça, c'est les taureaux que j'utilise actuellement. Donc, en général, chez nos fournisseurs de semences, je, je mets les critères que j'ai énumérés avant, puis c'est ça qui m'aide à choisir les taureaux. Ensuite, j'ai un stock de semences sur la ferme. J'insémine pas moi-même, mais le stock est chez moi. J'achète une quantité de doses, je les utilise, ensuite je rachète des nouvelles doses. Éviter aussi de garder des doses qui traînent après. Là, je vais vous présenter quelques vaches, quelques chiffres clés. Ouais, 2 vaches, disons, qui viennent de quitter l'exploitation, mais qui ont marqué leur passage. Donc, dans un premier temps, Princesse, c'est une vache qui était née le 30 septembre 2007. C'est une fille de prince. C'est pas le prince qu'on trouve chez Suzanne actuellement, c'est un taureau français, fils de Zoldo. Je suis allé voir sur le Bourg-Nanette, il y a pas eu beaucoup d'animaux d'élevage de ce taureau, mais nous, on avait eu quelques doses à l'époque. Et puis, donc, la moyenne de dilactation standard, elle est à 9649 kg, 3,85 de matière grasse et 355 de protéines. En septième lactation, elle avait fait 11 417 kg. En 2020, elle a passé la barre des 100 000 kilos. C'est là qu'on avait fait la photo que vous voyez. Et puis, en janvier 2025, elle vient de passer la barre des 125 000 kilos. Et puis, pour des raisons de fécondité et qualité du lait, on s'en est séparé là tout début février. Mais elle a quand même bien travaillé pendant ses jours de vie. Ensuite, là, on a une autre vache que je voulais vous présenter. Donc, c'est Pépine, une fille qui est née le 14 novembre 2003. Donc, elle a passé les 20 ans au mois de novembre dernier. Ça, c'est la vache qui a battu joliment tous les records sur notre exploitation. C'est une fille de Pépino, c'est un fils de Pete Rose.
La moyenne de 11 lactations standard est à 9230 kg, avec 3,88 de matière grasse et 3,07 de protéines. Donc là, c'était vraiment pas... sont forts les protéines surtout. En sixième lactation, elle a fait 10 800 kg. En 2016, elle a passé la barre des 100 000 kilos. C'est là qu'on a fait la photo que vous voyez. Et puis, en 2020, elle a passé les 125 000 kilos. Et puis, elle a terminé sa carrière à 130 000 kilos. Voilà. Pour la stratégie d'élevage, dans le futur, j'aimerais augmenter la production laitière à 8 000 kilos ou par lactation ou plus dans un premier temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais arriver à augmenter. Conserver les teneurs, en tout cas la protéine, la garder au niveau qu'elle est actuellement. Et puis, améliorer le rapport graisse-protéine. C'est un rapport avec ce que je disais avant sur les taureaux. Que la graisse soit supérieure à la protéine, car pour notre acheteur de lait, pour le lait de gruyère AOP, on devrait avoir un rapport matière grasse sur protéines de 1,1 de matière grasse pour 1 de protéines. Et actuellement, avec les taux que je vous ai présentés avant, on n'y arrive pas. Donc, alors, il y a deux manières d'y arriver, c'est baisser la protéine ou augmenter la graisse. Donc, on préférerait augmenter la graisse, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, améliorer la fécondité, ça c'est un point qui pêche quand même un peu sur notre exploitation. L'objectif, c'est d'arriver à moins de 2 inséminations par animal. Et puis après, ben, au niveau de la morphologie, conserver le niveau actuel, voire améliorer, mais ça c'est moins... En tout cas, conserver, mais améliorer, c'est pas forcément un objectif primordial pour nous. Ensuite, là, j'ai sélectionné 3 jeunes génisses qui ont... Alors, peut-être juste pour dire, chez nous, tous les veaux femelles sont testés génomiquement à la naissance avec les marques auriculaires. Et puis là, j'ai sélectionné 3 qui ont des valeurs assez intéressantes génomiques. Donc là, les valeurs que je vais vous présenter, c'est les valeurs génomiques directes. On a d'abord Alison, c'est une fille de Arif. Elle a plus 743 kg en lait, plus 0,32 en matière grasse et plus 0,08 en protéines. Et surtout une valeur d'élevage globale à 1448 et puis 129 pour le pi. Ensuite, on a Billy, fille de Brice, valeur d'élevage globale à 1302, 1405 kg de lait, plus 1405 kg de lait, 137 en VL et puis 116 dans le pi. Et puis encore Brouette, fille de Brutus, valeur d'élevage global 1258, valeur lait 135, kilo de lait plus 1111, matière grasse plus 0,06, protéines moins 0,04, 132 dans le bassin et 116 pour le pi. Voilà, maintenant quelques exemples de pratiques sur la ferme. Comme je l'ai dit avant, de mai à septembre, on fait de la pâture tournante. L'objectif, c'est de maximiser la quantité pâturée. Euh, donc, on a environ 9 hectares autour de la ferme qui sont divisés en 21 parcs. Les vaches ont accès au parc jour et nuit et on les ferme juste pour la traite le matin et le soir. Et puis, à côté, elles ont la ration sèche. Alors, ça, c'est pas toujours exactement la même chose que ce que je vous ai présenté, mais ça y ressemble à volonté à la crèche. Et puis, je me suis rendu compte au fait que, bon, avec la pâture tournante, en général, elles arrivent dans des parcs où l'herbe est appétante, donc il n'y a pas besoin de les forcer à aller à la pâture. Et puis, le fait d'avoir la crèche joliment pleine, un complément, ben, elles pâturent presque plus. Tandis que si la crèche arrive vide, elles attendent
qu'on leur donne à manger à la crèche pour après ensuite partir à pâturer. Donc, on a fait plusieurs essais, puis on s'est rendu compte qu'avec la crèche pleine, elles allaient presque plus au pâturage. Elles font un jour par parc, et puis donc chaque jour, elles ont un nouveau parc. Et puis le deuxième jour, on suit au fait avec les taris ou bien des grandes génisses qui sont là pendant l'été pour nettoyer les refus, entre guillemets, parce que c'est pas non plus des très mauvais refus, mais comme ça permet d'avoir justement pas de refus par la suite, quasiment pas de refus à faucher. Et puis une nouvelle, une belle pousse pour 21 jours plus tard, quoi. Et puis on a encore installé des bassins dans chaque parc, entre guillemets, un bassin entre chaque parc. Le fil passe à travers, comme vous voyez sur la photo. Puis, donc dans chaque parc, elles ont de l'eau, comme ça, là, elles ne reviennent pas. Elles n'ont pas besoin de se déplacer beaucoup pour aller boire de l'eau. Puis une chose qui est assez étonnante avec ce système que je me suis rendu compte ces derniers étés où il a fait chaud, c'est que à 9 heures le matin, les vaches, elles rentrent alors qu'il ne fait pas encore trop chaud. Et puis à 3 heures l'après-midi, en plein soleil, à 35 degrés, elles partent pâturer demi-heure, trois quarts d'heure. Ensuite, elles reviennent. Et puis, si on devait les sortir à des heures comme ça, je pense pas qu'on aurait eu l'idée de les sortir à cette heure-là. Puis au fait, elles sortent presque les moments les plus chauds de la journée. Elles mangent. Elles sortent pas pour se promener, vraiment, elles mangent. Et puis après, elles reviennent au frais. Après, on a aussi équipé la ferme de brumisation pour l'été quand il fait très chaud. Et puis là, c'est la pâture des prairies de fauche. Donc, c'est ce qu'on fait au printemps et à l'automne. Donc, je vous l'expliquerai plus tard, mais sur notre exploitation, on ne peut pas faire d'ensilage. Donc, c'est une manière d'exploiter un peu ces prairies de fauche avant avant qu'il fasse les températures pour faire du foin. Et puis comme ça, le jour où on fait du foin, ben, l'herbe n'est pas trop vieille. Et puis, donc on fait ça au printemps dès qu'on peut accéder aux prairies avec les vaches sans faire trop de dégâts. Et puis à l'automne, dès qu'on peut plus faire du sec, que la météo nous permet plus de faire du sec au champ. Et puis, donc ça fait environ 15 hectares qui sont un petit peu plus éloignés de la ferme. Il y a entre 700 mètres et 1 kilomètre à marcher avec les vaches. Pour accéder à ces parcelles, il y a 15 hectares divisés en 4 parcelles. On fait environ 2 jours par parcelle. Et puis elles pâturent toute la journée. Donc après la traite du matin, on les sort. On les laisse au parc toute la journée. Et après, ben, on va les chercher le soir pour la traite du soir. Et la nuit, elles ont une ration sèche à la crèche. Euh, voilà, ça c'est pour ça qu'on se permet aussi de sortir assez tôt quand il y a peu d'herbe encore, vu qu'il y a pas mal de surface. Après, on se fait vite dépasser aussi euh, si on commence trop tard. Et puis là, du coup, ben, ça rejoint plusieurs choses que j'ai dit avant. Donc, on fait du lait pour le gruyère AOP. Euh, c'est un super produit dont on est très fier de pouvoir y contribuer. Par contre, ben, il y a quelques exigences à respecter, plus ou moins contraignantes. Et puis, là, j'en ai énuméré quelques-unes. Donc, l'ensilage est interdit pour tout le bétail. J'ai fait une petite erreur. En fait, l'ensilage de maïs, on peut demander une dérogation pour l'ensilage de maïs pour le jeune bétail, à condition qu'il soit sur une autre ferme, avec une autre mélangeuse. Voilà, donc c'est assez contraignant. Mais pour les vaches laitières, c'est zéro ensilage. Donc, c'est soit du sec, soit de la pâture, soit de l'herbe fraîche, soit du maïs vert. Mais tout ce qui est ensilage est interdit pour les vaches. Et puis, ensilage d'herbe est aussi interdit pour les genisses. Puis, donc après, bah, moi je travaille avec la mélangeuse. Pas tout le monde travaille avec la mélangeuse. Beaucoup sont équipés de séchoirs en grange, souvent à côté de la fourragère. Donc, ils peuvent mettre le foin ou leur gain directement dans la crèche.
mais ceux qui travaillent à la ménageuse, ben, c'est interdit de mouiller le fourrage. Et puis, 70% de la ration doit être produite sur l'exploitation. Les robots de traite sont interdits. Et puis, le lait doit être livré 2 fois par jour à la fromagerie. Ça, c'est quelques règles que j'ai ressorties. Après, il y a tout un cahier des charges à respecter, mais voilà, dans les grandes lignes, les règles. Donc, ça explique aussi pourquoi on axe beaucoup sur la pâture et puis nos différentes manières de faire. J'ai mis encore le lien si vous voulez mieux connaître le produit. Il y a le lien pour aller visiter le site web, c'est www.gruyère.com. Voilà. Je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Et puis, j'espère que vous avez des questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci Vincent pour cette présentation et puis félicitations déjà pour ces belles performances en termes de production et puis notamment les deux vaches là que tu nous as présentées qui ont fait des super performances dans leur carrière. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des vaches qui font des carrières comme ça, donc c'est quand même assez remarquable. Alors félicitations. Alors avant de démarrer avec les questions, j'en profite parce que je vois qu'il y a du monde qui nous a rejoint en cours de présentation. Donc la présentation de Vincent est terminée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser via le chat. Pour qu'on puisse voilà, les poser en direct et Vincent y répondra. Et on reviendra sur un temps d'échange après la deuxième présentation de Cyril Plonguet, si vous avez des questions en commun pour les deux troupeaux. Donc, on va démarrer avec une première question. Peu de taureaux suisses sont utilisés actuellement pour les IA. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est voilà, le souhait de choisir un panel de taureaux qui répondent réellement aux critères de l'exploitation? Ouais, alors c'est exactement ça. C'est vraiment, moi, c'est les critères que j'ai énumérés, surtout le lait, les teneurs, la matière grasse supérieure à la protéine pour arriver à ce rapport de 1,1 de matière grasse pour 1 de protéines. Et puis, voilà, du coup, après, le choix est vite restreint quand on met ces critères-là. Donc voilà, c'est comme ça en ce moment. Ça sera peut-être autrement dans 6 mois. Euh, là, je vais peut-être lancer une petite pique, mais il y a certains Suisses allemands qui ont oublié que les vaches devaient d'abord faire du lait avant d'être jolies. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de taureaux suisses dans le choix de taureau. Ça marche. Alors, une deuxième question qui concerne l'âge au vélage des génisses. À partir de quel âge est-ce que vous les mettez à l'art pro et donc pour un âge moyen au vélage à partir de quand? Alors, l'objectif, c'est à peu près 2 ans au premier vélage. Après, dans la pratique, euh, ça porte pas forcément toujours du premier coup. On est plutôt autour de 26-28 mois au premier vélage. Ça marche. On revient sur des questions qui concernent l'AOP Gruyère. Il y a une première question. Comment peut-on expliquer l'interdiction du robot? C'est un sujet qui a beaucoup fait débattre. Aujourd'hui, le problème, c'est les acides gras libres dans le lait qui peuvent donner des problèmes de rancissement des fromages. C'est premier, premier problème, c'est les intervalles de traite. Si elles sont trop rapprochées, on a plus d'acides gras libres dans le lait. Ensuite, on peut avoir la lipase qui s'attaque aux molécules du gras et puis qui peut donner un goût de rance au fromage. Pour la petite histoire, il y a eu plusieurs fermes en Gruyère qui ont eu le robot. Ensuite, il y a eu des problèmes et maintenant, pour l'instant, c'est interdit. Je pense qu'avec l'évolution des technologies, ça va devoir changer. Et puis aussi la nécessité de trouver des producteurs encore motivés. Il faudra peut-être se reposer des questions. Mais aujourd'hui, c'est ça le gros problème. Ensuite, mon avis personnel, c'est que qui dit gruyère AOP dit pâture. Qui dit pâture, ça dépend de la configuration d'exploitation, mais c'est c'est pas forcément hyper compatible avec le robot. Ensuite, dans les autres exigences, il y a des délais entre la traite et la livraison du lait à la fromagerie
Donc, ceux qui ont eu travaillé avec le robot pendant une partie de la journée, soit ils arrêtent le robot, soit ils doivent livrer pour du lait central, lait d'industrie. Donc, ça fait quand même pas mal de points où la rentabilisation du robot, à mon avis, devient vite compliquée. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'il faut avoir un bon système de pâture. Surtout qu'en été, on est censé aussi pâturer une certaine part. Donc, aller à l'herbe verte et la décharge des nappes fourragères, c'est pas tout à fait compatible avec le cahier des charges. Voilà. Ok. Du coup, vous avez dit AOP gruyère égale pâture. Est-ce que dans le cahier des charges, il y a un nombre de jours obligatoire à la pâture qui est imposé ou... Alors ça, je vais reconnaître que j'ai pas la réponse exacte, mais euh, je pense qu'il y a un minimum de pâture, pas forcément un minimum de jours, mais une quantité de fourrage, ou bien voilà, D'accord, une surface par vache. ça marche. Du coup, on reste dans la ration. Y a-t-il une quantité de granulés donnés aux vaches et la composition et la teneur en protéines de ce granulé? Alors nous, on travaille avec 40% de protéines composées de tourteaux de soya, tourteaux de colza, euh, gluten de maïs et puis encore des drèches, je crois, à 40% de protéines et un floconné 4 céréales euh, assez riche en énergie. Et puis ensuite, la ration mélangée permet de faire environ 18 kilos de lait. Et puis ensuite, ben, en fonction de la production, il y a une complémentation au DAC individuelle à chaque vache, disons. Donc, à partir de 18 kilos, on commence à donner euh, de la protéine et puis ensuite du floconnés. Et puis, on va jusqu'à, au total, environ 7 kilos de concentré pour les plus productifs. Ok. Et alors, j'ai une dernière question qui concerne la conduite alimentaire des veaux. Comment est-ce que vous menez l'élevage des veaux et la conduite? Ouais, alors les veaux, les premiers jours sont en igloo. Euh, alors, pendant cinq jours environ, ils reçoivent le colostrum de la mère. À chaque traite, on remet dans un même seau le lait de sa mère qu'on conserve au frigo. Et puis, jusqu'à qu'on ait rempli un seau de 20 litres à peu près. Après, on recape à chaque fois. Donc, ouais, ça fait à peu près 5 jours. On donne 5 jours, une semaine, on donne au biberon le lait de sa mère. Et puis ensuite, on travaille avec un guillemets, yogourt. C'est juste en fait du vieux lait, comme diraient mes parents. On, on a dans une boîte, on a toujours un reste de lait par, euh, sur lequel on remet du lait frais à chaque traite. Et puis, ben, d'une fois à l'autre, ça devient un peu épais comme du yogourt. Et puis, ça, on le donne froid en été, légèrement tempéré en hiver, et puis joliment à volonté, entre 4 et 7 litres. Voilà. Après, on n'en met pas. S'il boit 3 litres, on ne va pas mettre 7 litres, on met qu'il ne reste pas beaucoup, puis on laisse le bidon toute la journée. On donne 2 fois par jour, et puis on laisse jusqu'à la fois d'après. Il peut boire quand il veut. Et puis ça, c'est pour environ les 3 premières semaines. Et puis ensuite, les veaux, ils passent dans un groupe avec, puis là, ils ont une louve. Et puis en général, c'est de la poudre de lait mélangée à de l'eau. Et puis si on a vraiment du lait à débarrasser, ben, on peut aussi mettre du lait directement dans la louve. À la louve, ils sont à volonté jusqu'à à peu près 110 jours. À côté de ça, ils reçoivent un mâche qu'on fait avec du foin, notre meilleur foin qu'on a sur la ferme. Et puis, donc le mâche, ils ont aussi déjà dans l'igloo à la louve. Et puis après, jusqu'à 6 mois, ils ont à peu près le même mâche. Et puis, ouais, à peu près à 100 jours,
on les passe dans une box où il n'y a plus la louve et puis ça se passe assez bien, en général. Voilà. Ok, eh ben merci pour tous ces compléments. Je pense qu'on n'a plus de questions. On va pouvoir eh ben, vous remercier encore, Vincent, et puis passer à la présentation de Cyril Plonguet pour la France. Et on reviendra, voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant cette deuxième présentation en commun sur les deux élevages, on pourra revenir sur un temps d'échange à la fin de cette deuxième présentation. Cyril, la parole est à toi. Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Cyril Plonguet. Donc, je suis éleveur multirace, donc, comme on peut le voir sur la photo. Donc, brune, Primostein gergeise et un troupeau allaitant en Limousine. Donc, je suis installé en Meurthe-et-Moselle, à Gy plus précisément, une petite commune de 150 habitants située à l'ouest de Nancy, à 20 km de Nancy et à 6 km de Toul. Donc, le gros avantage géographiquement, c'est qu'on a l'autoroute la 31 qui nous dessert directement. Donc, on a accès à tous les voyants routiers à plus ou moins 5 minutes de route, quoi. Donc, nous sommes sur une altitude à 250 mètres d'altitude, avec une pluviométrie qui tourne entre 750 et 900 millimètres de pluie par an, des terres argilo-calcaires, voire argilo++, donc du style 70 à 80% d'argile dans certaines parcelles. Donc, ce qui implique différents avantages et inconvénients. Donc, en avantage, c'est que on a une bonne réserve hydrique dans ces parcelles et en autre inconvénient, c'est un peu plus difficile à travailler. La particularité de l'exploitation, c'est sa situation géographique par rapport au vin, le Gris de Toul. Juste en face de la ferme, à vol d'oiseau, ben, on a les premiers vignobles pour l'AOP Gris de Toul. Donc, bah, je vais me présenter vite fait personnellement. Donc, personnellement, Cyril Plonguet, 45 ans. Donc, au niveau d'études, j'ai un BTS agricole. Puis, j'ai travaillé dans différentes fonctions. Donc, j'ai travaillé à la Bergerie nationale à Paris en responsable troupeau bovin. Je suis revenu après sur la région. J'ai travaillé à la DDT en contrôleur prime pack. Après, j'ai été embauché au centre d'insémination. J'étais bouvier à la torellerie, donc préleveur de sperme, du coup. Et après, je me suis installé sur l'exploitation familiale en 2002 avec mes parents suite à la séparation du GAEC. Mon père étant en GAEC avec son frère, il y a eu séparation et je me suis réinstallé avec mon père en 2002. Et à l'époque-là, 2002, avec 125 hectares et 300 000 litres de lait, toujours avec un troupeau limousin et troupeau laitier. Donc au jour d'aujourd'hui, sur l'exploitation, je suis en ORL unipersonnel, donc mon propre gérant. J'ai un salarié, Jean-Marie, à 60% depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'ai une bonne aide familiale avec mes parents qui participent toujours aux travaux d'élevage, notamment la traite, le soin des veaux. Ma sœur s'occupe de la partie gestion comptabilité et j'ai régulièrement un copain qui vient me donner la main pour tous les travaux, fenaison, ensilage, travail du sol, un peu tout, on va dire les travaux, un peu plus les pointes de travaux. Et quand il a la possibilité de se libérer, il vient me donner la main sur l'exploitation. Donc là, au jour d'aujourd'hui, l'exploitation compte 135 hectares. Donc, comme vous pouvez le voir sur le détail, donc du blé en culture de vente, de l'orge en autoconsommation, triticale et épeautre en alternance pour l'autoconsommation, un métail en mélange triticale pois, pareil en autoconsommation. Le maïs, on va dire la plante, quasiment la culture principale de l'exploitation, en différents styles de récolte en ensilage, en maïs épi et en maïs grain. Toujours la partie là en autoconsommation. Les betteraves fourragères ont fait leur apparition il y a maintenant 4 ans sur l'exploitation pour varier les sources d'énergie. De la prairie temporaire pour la rotation
et puis 60 hectares de prairies permanentes pour la pâture et les foins. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis parti sur un système d'autonomie maximum, on va dire. Les achats extérieurs sont le soja pour le correcteur azoté et les minéraux et le sel. Sinon, tout le reste est produit sur l'exploitation. Donc, le cheptel se compose de 58-60 vaches laitières, dont avec une quarantaine de brunes. J'ai une référence de 500 millilitres de lait qui sont livrés à la coopérative Sodial et un troupeau de vaches allaitantes de 25 vaches limousines avec vente de broutard au sevrage, avec un système naisseur sur période rapprochée. Donc, j'ai des naissances en Limousin sur 2 mois et demi, de, allez, de septembre à novembre. Et avec, si les croissances sont bonnes, les broutards ne sont pas remis à l'herbe avec leur mère. Ils naissent au parc, mais ils sont sevrés avant la mise à l'herbe. Donc voilà pour la partie cheptel d'aujourd'hui. En historique, ben, je me suis installé en 2002 avec mon père. Suite à leur départ en retraite en 2011, donc mes parents sont partis en retraite, il y a eu l'arrivée de Jean-Marie comme salarié. On avait un tout petit peu augmenté par rapport à mon installation. J'ai fait une demande de référence supplémentaire en 2019 pour monter à 500 000, sachant que je ne les produis pas. Le but, c'était surtout ben, d'optimiser mon bâtiment. Et ben, quand j'approchais les 400 000 et que je dépassais, on était en laiterie sodiale. Quand on dépassait notre référence, on était en prix C, donc au cours mondial. Donc, pour livrer un lait à 60, 70 euros les millilitres, bah, je ne livrais pas, je le jetais. Donc, quand il y a eu la possibilité de récupérer de la référence bah, sans la payer, j'ai récupéré une centaine de mille juste pour être tranquille, tout simplement. Et depuis 2014, je gère une exploitation voisine de 55 hectares, donc une vingtaine d'hectares de culture et 30 hectares d'herbes. Et l'avantage, c'est que cette exploitation est embriquée dans la mienne. Donc, ça me permet de faciliter les travaux des champs. Donc là, vous avez un aperçu. Oh, pardon, petit retour. Merci, Aurore. Donc, l'aperçu de l'exploitation. Donc, sur le devant, à gauche, en bas, la maison d'habitation que je partage avec mes parents. Le bâtiment principal, c'est le bâtiment des vaches laitières avec, on va dire, logement, logette, tapis paillé, allée, tapis racleur à câble. Les salles de traite 2x5 en conventionnel décrochage automatique. Les genisses sont dans la même lignée du bâtiment, dans le même système de logement, en logette. Sur la partie de l'autre côté, les animaux sont en stabulation air paillé intégrale. Donc du coup, là, on retrouve les autres élèves et une partie des vaches allaitantes. Dans le bâtiment, au fond, à gauche, plus clair, c'est un bâtiment semi-ouvert où logent tout l'hiver les vaches allaitantes et leurs veaux. Donc, un box unique avec une travée de 24 vaches allaitantes plus un box à veaux à côté. Et le bâtiment tout au fond à droite, mon bâtiment de stockage de fourrage. Et la photo est un peu plus vieille. De l'autre côté, il y a de nouveau un autre bâtiment fourrage qui me permet de stocker mes céréales et mes betteraves à l'abri. Donc la mise aux normes était faite par mon père en 1997. Et comme il n'y a pas eu accroissement du cheptel, je suis aux normes en capacité de stockage. Voilà pour la partie exploitation. Donc les brunes sont arrivées sur l'exploitation bah, par moi-même, du coup, avant mon installation. La brune était dans un premier temps une passion personnelle. Donc j'avais investi dans mes premiers veaux avant de m'installer en 99. Après, il y a eu achat d'embryons pour développer des rameaux de haute valeur génétique. Donc, achat d'embryons sur la Côte d'Or, l'Aveyron, tout dans des élevages référencés à l'époque,
on va dire, haut de gamme, entre guillemets. Donc, l'avantage, c'est qu'avec cette race, j'ai pu allier la passion et puis bah, la partie économique avec, bah, on va les voir après, la partie taux, longévité et valorisation de mes fourrages. Et puis, bah, ce qui est pas négligeable, c'est que on a une super ambiance au niveau de notre race, au niveau de notre fédération même, et puis de notre pays, parce qu'on s'entend tous au niveau national, on aime bien se retrouver. Et puis avec mon système, mon père était dans un système, on va dire, plutôt intensif. J'ai remis à l'ordre du jour la partie pâturage. Donc bah, la brune a retrouvé toutes ses lettres de noblesse dans la partie pâturage et valorisation des fourrages grossiers produits sur l'exploitation. Donc bah, dans tout, pour obtenir ça, bah, la sélection s'est faite avec bah, les choix du dessus, donc les taux, la longévité, et puis les animaux, entre guillemets, qui tiennent la route, faits pour vieillir. Donc, dans la partie au jour d'aujourd'hui, bah, voilà les résultats contrôle laitier de l'année. Donc, je ne vais pas vous les énumérer, vous arrivez à les voir vous-même. Donc, au niveau production laitière, on va dire on a une nette plus-value dans la partie taux sur les brunes. Ce qui bah, répercute sur un lait standard 70%. Et bah, le gros avantage au jour d'aujourd'hui, c'est sur la partie laiterie, parce que le contrôle laitier, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous fait notre paye de lait. Donc, j'ai relevé mes livraisons de l'année 2023, donc 476 000 litres de lait livrés à 45,7, 36,6 de moyenne, ce qui me fait quasiment un prix du litre de lait moyen à 500 euros sur l'année, soit une plus-value de pour quasiment 60 euros les 1000 litres pour 27 000 euros à l'année. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est quand même avec Paul à literie qui avait les meilleurs prix de base au départ sur l'année. Donc, bah, c'est pas pour piquer d'autres éleveurs ou quoi qu'est-ce, mais on est à nos voisins à l'Ermitage qui valorisent autrement le lait de leurs éleveurs. Grosso modo, moi, ça me ferait encore un lait avec un prix moyen entre 30 et 40 euros supplémentaires, tout en ayant une plus-value encore plus importante parce que la laiterie, entre guillemets, ben, optimise la qualité que l'éleveur lui met à disposition. Donc, pour arriver à cette production, on va aller jeter un œil sur la partie alimentation. Donc, au jour d'aujourd'hui, les vaches laitières sont en ration mélangée et distribuée à l'auge 2 fois par jour. Donc, j'alimente le soir, quoi. Je prépare ma mélangeuse le soir. Je distribue 70% le soir pendant la traite ou avant la traite. Et les 30% restants sont distribués le lendemain matin après la traite. Donc, elle se compose d'ensilage de maïs, de betteraves fourragères, d'ensilage de luzerne. Donc, l'ensilage de luzerne, vous en avez pas vu dans mon assolement, c'est normal, parce que c'est de l'ensilage que j'achète sur pied à un céréalier dans le principe pack, où que c'est que nos collègues céréaliers implantent des légumineuses et les valorisent chez leurs collègues éleveurs. Donc, en plus de la betterave, j'incorpore 3,5 kg d'ensilage maïs épi, donc mon tourteau de soja, de la farine d'orge, du regain du foin deuxième coupe, du coup, pour les minéraux, et corrigé à l'urée, ce qui nous fait à peu près 19-20 kg de matière sèche pour une ration permise dans les 25, allez, entre 25 et 27 litres. 25-27 litres qui sont complémentés au DAC avec un mélange fermier. Donc, je refais un mélange, une farine donc, qui est composée maïs grain, mon métail, donc triticale pois, épeautre, soja minéraux, qui est redistribué au DAC qui a raison de rien à 4 kilos maximum pour les meilleures productrices. Donc, ceci correspond à un coût global à peu près grosso modo, on est dans les 110, 115 euros les 1000 litres.
Après, sur la partie élevage, depuis maintenant, depuis un an maintenant, les veaux sont élevés sous nourrice. Donc, je mets des vaches du troupeau laitier qui sont réservées pour la tétée des veaux. Donc, je me retrouve au jour d'aujourd'hui avec entre 3 et 5 veaux par nourrice. Donc, durant cette période, les veaux ont le lait de la mère, plus un aliment du commerce, un moche, luzerne, coton, carouble, maïs, soja, on va dire un moche très appétant. Et ce moche-là, je refais grosso modo le même en moche fermier. Donc, luzerne, paille, farine de maïs, farine d'orge, farine d'épeautre, soja, mélasse, minéraux que je leur plafonne à 3 kilos une fois les 3 4 mois. Parce que le sevrage s'effectue à peu près sur les âges-là, 3 4 mois. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à élever les veaux mâles. Et voyant que ça marchait, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas sur les femelles. Donc, du coup, j'ai pris l'option d'élever tous les veaux sous nourrice. Donc, une fois sevrés, ils reçoivent ce moche en 2 fois par jour, donc 1,5 kg matin et soir, plus du foin à volonté. Après, nous nous retrouvons sur la période de mise à l'herbe, donc une mise à l'herbe qui s'effectue sur les repousses d'ensilage pour mes premières années de pâture, donc fin mai, début juin, pour leur mise à l'herbe, leur première mise à l'herbe sur des animaux qui ont pour les plus vieux, ont déjà 10 mois, et pour les plus jeunes, ont 7 mois. À l'herbe, ils ont un râtelier avec du foin à disposition, plus l'aliment des VL à hauteur d'1,5 kg. L'alimentation des jeunisses en hiver est, on va dire, basique et simple. 6 kilos de betterave distribués au godet à betterave, donc betterave déchiquetée. 800 grammes de soja plus les minéraux en une fois par jour et du foin à volonté. Une fois, euh, une fois la période allez, pour les genisses entre 15 et 22 mois, donc une fois gestante, elle retourne soit à l'herbe, soit elle se retrouve dans le stade préparation village. Donc elle réintègre le lot des vaches taries et sont nourries comme les vaches taries pour une préparation village. Les animaux sont à l'herbe, grosso modo, pour les vaches laitières de fin mars à novembre, dans un système pâturage tournant dynamique. Donc, contrairement à mon collègue suisse, pâturage tournant dynamique, moi, je suis parti sur l'option fil avant, fil arrière. Donc, tous les matins, j'ai le fil avant et le fil arrière à déplacer. Donc, ce qui me permet de gérer l'alimentation au jour le jour, de voir comment les vaches consomment. Et contrairement à eux, on a possibilité de faire de l'ensilage ou de l'enruvinage. Donc, quand je me retrouve débordé au printemps par la pousse de l'herbe, eh ben, je n'hésite pas, je fauche. Et l'avantage dans ce système, c'est que je n'ai pas de clôture qui me gêne ou de piquet ou quoi qu'est-ce. Comme le fil arrive au fur et à mesure qu'elle pâture, j'ai une grande pâture libre qui n'est clôturée que quand les animaux sont dedans. Donc, sur l'exploitation pour la partie reproduction, il n'y a pas d'insémination d'effectuer de février à avril. Ça, c'est pour un choix personnel. Comme ça, on va dire, j'ai pas de naissance en période hivernale. Mes premiers veaux arrivent là, là de la semaine dernière, mes premiers veaux de l'année. Et pour fin octobre, j'ai mes derniers, grosso modo, quoi. Donc, j'insémine avec des taureaux en race pure sur les 2 premiers IA, puis taureaux race à viande pour les IA supplémentaires, et les vaches avec un moindre intérêt génétique, elles n'ont même pas le droit à 2 IA en race pure, elles passent directement en IA croisement viande. Les genisses sont toutes inséminées. Le lot qui est inséminé sur le printemps, donc qui est dans un logement et dans une pâture au pied du bâtiment, et inséminé de mai à fin juin.
Mais à fin juin, bah, je surveille les chaleurs et puis après, bah, pour être tranquille, je les remets à l'herbe avec un taureau qui me permet qu'elle soit gestante sans avoir besoin de m'en occuper. Donc, il y a sur l'exploitation quelques transplantations embryonnaires de 3-4 par an quand on part de 0 à 5 en fonction des années, en fonction des besoins et en fonction du temps et puis en fonction de la valeur génétique potentielle de ce qu'il y a sur l'exploitation. Donc, du coup, on se retrouve avec un âge moyen au village de 28 mois, un intervalle village premier IA de 122 jours, 1,7 IA pour les IA fécondantes, alors avec des taux de réussite qui sont pas extraordinaires. Mais bon, en appui, j'ai quand même un suivi veto. Donc tous les mois, le veto passe pour voir l'évolution utérine et puis faire mes constats de gestation. Donc ce qui me permet de pas trop perdre de temps. Si une vache est pas gestante à 35-40 jours, bah, 40, bah, au deuxième cycle, donc là, entre 40 et 42 jours, potentiellement, je la surveille un peu plus et ça me permet d'éviter de perdre encore un tour. Donc le but est grosso modo d'avoir un veau par vache par an. Donc on s'y rapproche avec un intervalle vélage-vélage de 400 jours qui paraît un peu élevé, mais comme j'insémine pas de février à avril, les vaches vélant octobre, si elles m'intéressent génétiquement et qu'elles se sont pas retrouvées gestantes, ben, ou qu'elles sont pas bien revenues en chaleur pour être faites avant février, eh ben, elles sont refaites qu'au mois d'avril-mai. Donc, c'est elles qui me font un peu baisser les résultats intervalle véloge-véloge. Sur la partie on va dire sélection génétique, donc bah, la facilité de naissance, parce que bah, au jour d'aujourd'hui, les animaux, entre guillemets, se démerdent tout seuls. Les véloges se font sans ma présence de nuit, parce que j'ai arrêté de me relever. J'étais équipé de détecteurs de véloges bah, qui me faisaient une contrainte aussi, et que bah, je me suis dit, si elles sont faites pour véler toutes seules, bah, tant mieux. Si elles loupent leur veau, c'est que ça devait pas marcher. Donc, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle, chose que j'avais déjà appliquée dans le troupeau allaitant, avec des naissances au parc et la présence du taureau allez, 2 mois et demi avec elle. Donc, j'avais déjà optimisé la partie fertilité, facilité de naissance sur le troupeau allaitant. Donc, je suis parti dans la même optique et dans la même solution pour trouver le résultat dans le troupeau laitier brun. Donc la docilité, la mixité avec des réformes qui font un peu de poids. Et puis bah, le gros avantage au jour d'aujourd'hui, bah, c'est la qualité du lait avec les taux. Chose que on n'est certes pas forcément encore rémunéré à notre juste valeur, mais en attendant, on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec une plus-value non négligeable sur la partie paye de lait. Après, dans la partie on va dire, sélection à proprement dit. L'utilisation se fait actuellement principalement sur les taureaux issus du schéma français, donc BGS. Donc plusieurs taureaux de l'exploitation sont rentrés dans le schéma. Après, au jour d'aujourd'hui, les accouplements avec des taureaux d'origine on va dire, internationales sont réservées aux vaches du schéma BGS. Tous les autres animaux, le technicien BGS me les accouple avec des taureaux français disponibles au catalogue. Donc, la petite particularité, bah, comme mon collègue suisse, j'insémine pas moi-même, mais j'ai ma propre bouteille dans laquelle je conserve les taureaux que j'ai achetés. J'utilise des taureaux que j'ai achetés et une fois que je les ai utilisés, j'en rachète des nouveaux. Donc dans la même synergie que mon collègue. Donc au jour d'aujourd'hui, en génotypage, les animaux génotypés sont les animaux issus du schéma.
Et depuis là, je commence là et j'ai encore pas les résultats, mais j'ai pris l'option de génotyper toutes les femelles pour optimiser ma sélection. Et puis trier, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je trie une fois vélé. Tous les génisses sont élevés et vélés, inséminés, vels sur l'exploitation et potentiellement vendus en lait. Ou si ça ne va pas et qu'elles sont pas vendables en lait, elles intègrent au jour d'aujourd'hui le schéma mère-nourrice. Sur l'exploitation en naissance et en souche, donc le plus vieux taureau, c'était l'Oustique. Après, nous avons sorti Optimal puis Tripoli. Donc, la particularité de l'exploitation, c'est que tout ou partie, une grande partie des animaux qui sont issus de l'exploitation à haute valeur génétique sont des animaux achetés ou en copropriété. Donc j'ai, on va dire, pas mal d'éleveurs et amis avec lesquels je partage ma génétique. Donc Loustic est issu, lui, à l'historique, c'est parti de chez Jean Bertrand. Optimal, c'est parti du Gaik Funken à la Trecé. Tripoli, c'est parti de Vasy chez Rémy, pareil en Haute-Marne. Et dernièrement, j'ai d'autres achats qui ont été faits avec Alain Thirion, Gaël Changarnier, Gaël Losely. Et pour optimiser, assurer le coût au niveau sanitaire, les transplantations embryonnaires sont faites et sont reposées sur plusieurs exploitations. Donc, pareil, des exploitations voisines et amies reçoivent mes embryons ou je reçois les leurs pour, on va dire, assurer le coup. Et ce qui permet aussi, quand on a un peu de collecte à faire et un peu beaucoup d'embryons à reposer, et comme j'ai pas forcément les receveuses disponibles sur l'exploitation, ces embryons sont reposés chez les collègues et du coup se retrouvent à naître. Et c'est quitte d'avoir des embryons qui dorment dans des bouteilles et qui attendent des potentiellement receveuses. Donc, en l'exemple tout simple, Optimal a été produit sur place et du coup reposé au GAEC Marie-Fontaine et c'est de là qu'il est sorti, quoi. Donc, l'avantage, c'est que à plusieurs, on avance plus vite et plus sereinement. Donc, au jour d'aujourd'hui, voilà la présentation de. Donc, la Fiona, elle est au GAEC Funken. Donc, de Fiona, vous connaissez Olympique, qui est un taureau BGS. Mana, c'est l'animal avec qui est rentré qui est rentré sur l'exploitation en copropriété avec le GAEC Funken. On a développé la transplantation embryonnaire sur Mana, qui a donné des veaux sur plusieurs exploitations. Donc, on a eu Optimal qui est sorti. Au jour d'aujourd'hui, sur mon exploitation, j'ai Sana qui vient de Vélé. Donc, la Sana, la première, elle est chez moi. La Sana avec un H, elle est chez Nicole. Ramana, c'est chez moi. Omana, c'est chez moi. Oklahoma, c'est chez Nicole. Et on avait vendu des embryons en Suisse issus de Canyon qui sont sortis à l'époque dans le top 5 des index suisses. Et au jour d'aujourd'hui, on a un peu de descendance. Moi, j'ai eu beaucoup de cas sur Omana, sur les descendances de Omana. C'est toujours les joies de l'élevage. Et moi, la semaine dernière, j'ai Sana qui m'a fait une petite visoire. Donc voilà, encore une lignée on va dire, qui s'agrandit. Une autre souche, donc là, c'est la souche Alizelle. Donc Alizelle qui est de Haute-Marne de chez Rémy. Donc j'ai rentré Gisèle, une Jus, qu'on a développée, qu'on a fait des embryons. Donc deux vaches qui sont sur l'exploitation, qui sont très bien développées aussi, qu'on a développées aussi au GAEC Funken et Funken, pardon, au GAEC Saint-Bernard et GAEC Marie-Fontaine.
Et au jour d'aujourd'hui, bah, c'est une souche qui confirme tant au niveau morphologique que production sur la partie, on va dire, taux et développement de vaches. Des vaches très puissantes, on va dire, une fois qu'on en a vu une, on peut dire qu'on les a toutes vues parce que elles se ressemblent toutes. Il y a une continuité dans la famille qui est impressionnante. Donc voilà pour les deux familles principales de l'exploitation qui ont donné naissance à des taureaux qui ont intégré le schéma BGS. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de particularité? Quelques autres souches qui sont développées. On a rentré aussi des origines allemandes avec Gate-Losly et Changarny pour varier un peu, rapporter un peu de sang extérieur. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la partie développement? Bah, la partie développement, c'est combiner les trois races avec un accroissement de la race brune. On va dire, il y a un peu plus de 20 ans, elle était absente. La Gergèse est arrivée par cadeau d'anniversaire, qui s'est développée un tant soit peu, mais restera dans ces limites-là. Et au jour d'aujourd'hui, optimisation de la brune, maintenir, voire accroître un tout petit peu la production laitière, parce que je me retrouve limité en place dans le bâtiment. Entre 60 vaches, je suis au taquet. Donc, à part pour accroître ma production et avoir livrer un peu plus de lait, à part produire un peu plus par vache, j'ai pas trop d'autres solutions. Mais dans mon optique principale, c'est garder la rusticité de la race et les taux. Voilà pour ce qu'il en est. Merci de votre attention. Merci Aurore pour ce défilé. Merci à toi, Cyril, pour cette présentation. Alors, on a déjà quelques questions. Si je réitère, s'il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et puis Cyril pourra y répondre, ainsi que Vincent par la suite, parce que je vois qu'il y a déjà des questions communes. Alors, une première question pour toi, Cyril. Pour quelles raisons garder des Holsteins sur l'exploitation? Avec la présentation des données de production des vaches, on voit bien voilà, le parallèle taux et donc les points forts de la brune. Alors, pourquoi garder quelques Holsteins? C'est pas mesquin, hein, mais les Holstein au jour d'aujourd'hui sont mes futurs nourrices. Parce que bah, je me suis rendu compte que avec les veaux de lait, les veaux élevés sous la mer, l'inconvénient d'avoir des taux un peu trop importants, j'ai un petit peu de problème de digestion de lait et des veaux qui auraient tendance à choper des diarrhées alimentaires. Et l'avantage d'avoir quelques noirs avec des taux un peu plus faibles me permettent une sécurité alimentaire des veaux. Si les veaux ont un peu trop de lait, j'en ai fait les, les conséquences que j'ai eues l'année dernière. J'avais deux brunes qui n'étaient plus aptes à passer en salle de traite. Je les ai repassées en nourrice. Des vaches à 45, 46 en taux, 36, 37 dans le TP. Sûrement un peu trop de lait. Les veaux se sont retrouvés un peu trop surchargés, des diarrhées. Donc, quand j'ai renlevé la vache qui est repassée en salle de traite et que les veaux se sont retrouvés avec sûrement du lait un peu moins riche, ça m'a soulagé les veaux et ça me permet aussi, dans un premier temps, de garder un peu la partie construite par mon père. Parce que bon, le troupeau les Holstein n'était quand même pas mauvais non plus. Donc, c'est quand même par, on va dire, nostalgie que les Noirs sont là au jour d'aujourd'hui. Quelques questions concernant ton élevage des veaux sous nourrice, justement. Donc là, maintenant, tu as un an de recul sur la pratique. Est-ce que tu observes un gain de croissance sur les génisses élevés et un gain sur la santé également? Enfin, quelle différence tu peux faire après cette année de recul par rapport à l'élevage des veaux classiques que tu faisais avant? Moi, là, j'ai des chiffres qui parlent clairement. Bon, donc, tous mes croisés, on prend l'exemple, les derniers veaux de lait partis, deux femelles croisées charolais brun, du coup.
3 mois, 2 jours, 116 kilos de carcasse, 2 mois, 7 jours, 76 kilos de carcasse. Donc, bah, ça veut tout dire, hein. En croissance, je pense qu'il n'y a pas photo. Après, le gros avantage, c'est que les animaux apprennent bah, ce que j'appelle par mimétisme, de voir leur vache, de voir leur mère aller manger. Bah, on a l'avantage que les veaux viennent manger, on va dire presque plus instinctivement. Donc, moi, les veaux, la crèche des veaux est à côté de la crèche des vaches. J'ai un accès, les veaux ont leur box à veaux qui est contigu aux vaches. Donc, quand les vaches viennent manger leur ensilage, parce que les nourrices sont nourries exactement comme les laitiers, donc quand les veaux voient manger leurs vaches, voient manger leur mets, ils viennent manger leur mélange, leur mâche. Et je pense que ça a un aspect, on va dire, de motivation par rapport aux veaux que j'avais en système veau au lait en poudre avec un repas par jour et puis les granulés dans le seau, quoi. Là, j'ai des veaux au jour d'aujourd'hui, ils sont à 3 kilos de mâche. Ils sont plafonnés à 3 kilos de mâche à 3 mois et demi, quoi. Et je pense que je vais rattaquer les pesées parce que je suis équipé de bascule. Mais bon, là, c'est un peu chronophage et puis j'avais un peu autre chose à faire. Mais je vais rattaquer les pesées. Mais en système, on va dire, lambda avec alimentation, lait en poudre, granulé, sevrage à 3 mois, on tournait sur des 850-900 grammes. Au vu des résultats des premiers dévots de lait de l'année dernière, je pense qu'on va passer les 1000 grammes de croissance sur tous les veaux d'élevage, quoi. Et d'en discuter avec le veto puis mon nutritionniste, les 1000 grammes avant 6 mois, potentiellement, n'ont rien à craindre sur, on va dire, la qualité des mamelles, parce que tout le monde dit, quand ça pousse trop fort, quand c'est petit, ça fait du gras, le tissu adipeux blesse la mamelle. Et bah, dans 2 ans, je vous dirai si c'est le cas ou pas. Est-ce que, du coup, toujours vis-à-vis de cet élevage sous vos nourrices, est-ce que tu observes des problèmes de tétés des veaux qui continuent à se téter mutuellement entre eux après le sevrage? Bah, la réponse, elle est toute simple, hein. En système allaitant, les vaches avec, en système allaitant, une limousine, une charolaise avec son veau. Vous avez déjà vu des limousines et des charolaises avec des anneaux anti-tête? Non, parce que l'instinct de succion, il est naturel. Il tète pour aller se nourrir. Et c'est pas un besoin, c'est un besoin physiologique. C'est pas juste quand vous avez un veau qui va sur une tétine qui est vide, bah, il continue de téter la tétine qui est vide en espérant. Un veau qui va téter sur une mamelle qui est vide, bah, il se prend un coup de savate, donc il arrête. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai aucun souci de veau qui revient sevré ou à plus d'un an, qui a l'instinct de retéter ses congénères, quoi. Et une dernière question sur cette partie-là. Comment est-ce que tu nourris tes nourrices, tes vaches nourrices? Les mères nourrices, bah, comme je prépare ma mélangeuse comme les laitiers, bah, j'ai 3 nourrices. Il y a 55 kilos d'une ration vache laitière. Bah, je sors mes 150 kilos de ration vache laitière qui sont distribuées aux nourrices. Et par contre, les nourrices sont soutenues à entre 3 et 6 kilos de VL. Les nourrices auraient plus tendance à s'affaiblir. Donc, je nourris nettement plus fort les nourrices que mes vaches laitières en production. Ok. Quelques questions repro maintenant pour toi. Tu as dit tu démarres par 2 IA en race pure avant de passer en croisement viande si ça prend pas. Est-ce que tu démarres avec de la semence sexée en race pure? Et si oui, est-ce que tu as remarqué qu'elles retiennent mieux à 15 mois qu'à 22 mois? Alors, la semence sexée, j'étais parti dessus, mais l'inconvénient de la semence sexée, c'est que je l'utilisais sur mes genisses et mes genisses inséminées sur le printemps, donc avril, mai, juin. Donc, toute la partie combinée, mise à l'herbe, semence sexée, donc on va dire toutes des conditions plus ou moins difficiles pour la réussite. Donc, on m'a dit, ah, bah, c'est parce que tu mets à l'herbe que tu as moins de bons résultats avec la semence sexée, machin, chose, truc. Donc, il a fallu trouver un compromis. Donc, j'ai dit au jour d'aujourd'hui, j'insémine en conventionnel. J'insémine bah, tout le monde en conventionnel. J'ai
quelques doses de semences sexées de temps en temps sur des souches que je veux absolument garder une femelle parce que j'ai pu. Mais sinon, utilisation de semences conventionnelles. Et je vois pas la nécessité sur mon exploitation de semences sexées avec un taux de renouvellement qui est, on va dire, faible. Ça, faut pas regarder par rapport aux chiffres contrôle laitier comme on fait tout vélé. Donc, on a l'impression que ça fait un gros taux de renouvellement parce que bah, il rentre 40 primipores à l'année, entre 30 et 40 primipores quasiment. Mais sur les 30-40 primipores qui rentrent, il y en a 15 qui sont repartis en élevage. Donc, je suis à 20-25%. Et si à l'avenir, j'ai moins de femelles qui sont potentiellement à retourner à la reproduction, bah ça, au lieu de faire véler 30 ou 35 vaches à l'année, quoi, primipare à l'année, bah, avec 20, j'aurais largement assez, quoi. Donc, même si j'ai un peu juste de veaux femelles sur la campagne, j'ai toujours assez. Ok, et dernière question repro. Croisement viande, du coup, à l'issue des deux IA en race pure, si jamais la vache ne retient pas, qu'est-ce que tu favorises comme race à viande pour ces IA de croisement? Alors, j'ai la solution facilité. Quand mon taureau limousin n'a rien à faire, il vient se promener un petit coup, quoi. La vache va se promener un petit coup avec lui, quoi. Facilité, c'est un peu le risque parce qu'à chaque coup, faut manipuler une vache en chaleur avec un taureau excité. Donc, j'ai un petit peu arrêté. Je suis reparti dans le système charolais et INRA 95. Ok. J'ai une dernière question pour toi avant de passer des questions plus en commun avec Vincent également. Euh, S'il y a des amateurs de ta génétique autour de cette assemblée, est-ce que tu es vendeur d'embryons et voilà, de diffuser ta génétique Oh, bah là, sur le territoire ou ailleurs? aucun souci, hein. Je diffuse, j'échange. Après, bah, le dernier exemple, il y en a une qui est partie dans le nord. Elle est partie dans le nord. J'avais pas vraiment l'intention de la faire partie. Bah, je l'ai vendue et puis potentiellement, j'irai rechercher une femelle chez l'éleveur qui m'a certifié qu'il me remettrait une femelle dans la lignée là. Comme ça, bah, je perds pas la souche tout en ayant vendu un bon animal, quoi. Ok, eh ben, écoute Cyril, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis ben, voilà, Vincent est de retour avec nous. Donc la première question, Vincent, elle te concerne un peu plus. On a parlé prix du lait avec Cyril et valorisation des taux grâce à la brune. Est-ce que il en est de même dans l'AOP gruyère? Est-ce que tu as enfin, quel est le prix du lait actuel dans l'AOP? Et puis y a-t-il une plus-value vis-à-vis des taux qui favorise la brande suisse? Oui, alors le prix de base est de 94 centimes par litre. Ensuite, il y a des déductions ou bonus, ouais, des bonus-malus en fonction de la qualité et des teneurs. Euh, je dirais que pour une filière où le fromagère, les valeurs sont peu, les teneurs sont peu mises en valeur, mais il y a quand même un petit bonus. Nous, ouais, je viens de regarder au mois de décembre, on avait des bonnes teneurs. On a eu 97 centimes prix net. Donc, l'argent qu'on a touché divisé par les kilos livrés, on arrivait à 90 centimes le litre. 97 centimes le litre au mois de décembre. Ok, donc 97 centimes pour la Oui, version française. pardon, Et ouais. là, je fais le parallèle s'il y en a qui n'ont pas le réflexe. Ok, merci pour ça. Alors maintenant, une question qui s'adresse à tous les deux. Donc, je vous laisse voir entre vous qui répondra en premier. Quels sont pour vous les points sur lesquels peut s'appuyer la race brown suisse pour se développer encore plus, dans encore plus d'élevage? Vu que j'ai le micro activé, je vais commencer. Moi, je j'ai pas travaillé avec énormément d'autres races, mais quand même, je trouve que c'est des animaux faciles au quotidien. Alors, chez mon collègue français, j'ai vu qu'il y avait des très belles performances laitières, mais chez nous, c'est un peu plus bas que de la Holstein chez des collègues, mais bah, c'est des animaux qui sont faciles, peu de, comme mon collègue français aussi, des vélages très faciles. Le caractère des bêtes est assez agréable. Nous, chaque fois nous, on est dans une région où il y a très peu de brunes. La partie francophone de la Suisse, il y a peu de brunes. Donc,
quand on a les inséminateurs, les vétérinaires qui viennent dans le troupeau, ils sont souvent surpris ouais, du caractère très docile. Et puis, ben, comme on a vu chez mon collègue français, si on travaille bien, on arrive à quand même à faire bien du lait avec ouais, des vaches faciles, peu de problèmes de pied, des bons membres, voilà quoi, pour ma part. Cyril? Bah, je confirme déjà tout ce qui ressort de la Suisse est transposable en France, on va dire, avec la docilité. On a les mêmes commentaires de nos vétos et de nos inséminateurs. Bon, pour faire simple, c'est facile d'inséminer une brune en arrivant, en la poussant un peu dans une logette. Elle a inséminé sans qu'elle soit bloquée au cornali. Donc en docilité, il n'y a pas photo. En caractère, c'est une race qui est, on va dire, plutôt dominante, donc qui aurait tendance à passer devant. Pour reprendre l'exemple qu'on avait en Suisse tout à l'heure, moi, je suis en pâturage tournant dynamique. Sur la photo de l'exploitation, je ne sais pas si vous aviez vu, on a un petit bois qui permet de tenir mes animaux à l'ombre en été. Et j'ai les mêmes observations que Vincent. En pleine période estivale, moi, les vaches sortent, vont jusqu'au point d'eau et vont se mettre à l'ombre, tout en sachant que la pâture vient de leur être donnée fraîche le matin, quoi. Et vers 11h, 11h30, elles se lèvent. C'est toujours des brunes qui partent en premier et qui vont au casse-croûte. Pour midi et demi, tout le monde est revenu à l'abri. Et à 2 heures de l'après-midi, en plein cagnard, les premières à repartir, c'est les brunes. Et c'est pas pour critiquer les autres, mais les autres auraient tendance à attendre 4h30, 5h avant d'aller voir si l'herbe a un peu refroidi, quoi. Donc c'est vrai elle a une facilité, une faculté à valoriser un peu plus les fourrages autoconsommés. Ok, très bien. Et une dernière question, du coup, qui s'adresse également à tous les deux. Quels sont pour vous les leviers de progression de la race Brown Suisse? Donc comme j'ai le micro d'activer, on va faire dans l'autre sens que tout à l'heure. Donc, les leviers de progression, pour moi, on va dire, c'est simple, hein. Pour ceux qui n'en ont encore pas, c'est de s'y mettre et d'en rentrer quelques-unes dans son cheptel. Bon, après, il faut pas non plus partir dans l'extrême en prenant une seule bête et puis se retrouver avec la référence sur un animal. Parce qu'après, ça devient un peu l'animal chouchou. Mais si vous en rentrez un petit lot, on va dire dans un troupeau, vous en rentrez 5 ou 6, il y aura déjà moyen de se faire une idée visuelle et puis avec un nombre, on va dire, à peu près conséquent. Et vous voyez comment qu'elle s'adapte à votre troupeau, puis vous avez un comparatif. Et puis moi de ce que je connais, des éleveurs qui sont venus acheter à la maison et qui ont commencé par comme ça, sont venus acheter le veau anniversaire, le veau Noël pour le fils, la fille. Il est tout seul, on va en reprendre 2 ou 3, donc il se retrouve avec 4 ou 5 femelles brunes du même âge. Elles veulent à peu près tout en même temps à 4 5 mois d'écart. Et puis dans le troupeau, elles font pas tâche. Et puis les gens se disent, là, ils reviennent me voir pour développer un peu plus ou alors en accroissement interne avec de la semence sexée pour, on va dire, aller de l'avant un peu plus rapidement sur leur exploitation en interne. Mais le fait d'avoir rentré les animaux leur permet tout de suite de pouvoir les comparer. Parce que les comparer, comme moi je les compare sur l'exploitation, vous avez vu les chiffres, hein, j'ai rien à cacher, puis je vois pas en quoi ça gêne de montrer ces chiffres. Mais le fait de le faire chez soi, c'est ce qui vous met la puce à l'oreille et puis qui vous met sur le fait accompli, quoi. Voilà pour ma part. Alors, moi, j'aurais peut-être juste deux critères à faire attention, en tout cas, dans l'offre de taureaux qu'on a actuellement en Suisse. Ça rejoint ce que j'ai déjà dit avant de ma présentation. Euh, il faut faire attention quand même à garder une certaine production sur ces vaches brunes suisses. On est quand même sur le penchant laitier de la brune, quoi. Donc, il,
par rapport à certaines races, la production a de la peine à décoller, en tout cas sur les moyennes suisses. Et puis après, ben, ça, c'est un problème plus général qu'on a tous fait contribuer un peu au problème qu'on vit actuellement sur ces taureaux qui n'ont pas énormément de gras par rapport à la protéine. C'est qu'en tout cas en Suisse, on a eu une période où il y avait trop de matières grasses sur le marché. On était pénalisé, on devait payer tous les mois pour expédier un peu cette matière grasse. Et puis, moi, le premier, on regardait plus la matière grasse. Et puis aujourd'hui, ben, on voit que ça engendre quelques problèmes. Alors, pour le gruyère, on doit avoir ce rapport, comme je disais. J'y arrive pas. On n'est pas encore sanctionné, mais il y a des discussions au niveau des fromagers qui nous achètent le lait pour sanctionner là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment important de garder. La protéine, c'est vraiment le point fort de la brune, mais il faut que la matière grasse soit là aussi au niveau comparable, quoi. Voilà. Ok, ben, écoutez, merci à vous deux. Alors, on retiendra dans les leviers de progression ben, voilà, de protéger la production et la matière grasse, et puis dans tous ces atouts qui devraient permettre son développement et les raisons pour lesquelles vous pousseriez tous vos voisins à acquérir de la brown suisse, sa docilité, sa facilité de vélage, son bon équilibre lait et taux. Sa robustesse et puis sa résistance à la chaleur voilà, qui devient un critère aussi important puisqu'on se rend compte qu'on a des étés aussi de plus en plus chauds et que c'est quelque chose qui nous touche même dans notre climat. Donc c'est aussi un point fort de la race à retenir. Eh ben, on en a terminé pour ce soir. On n'a plus de questions. Encore un grand merci à vous deux pour avoir pris le temps de présenter vos exploitations, d'ouvrir vos portes de manière virtuelle, mais d'ouvrir vos portes tout de même. Et puis, un grand merci à l'ensemble des participants qui ont participé à ce webinaire et qui ont été actifs à vous poser pas mal de questions pour en savoir encore plus. Merci à tous et puis je vous dis à l'année prochaine pour un prochain rendez-vous. Ce sera la 4e édition. En attendant, s'il y a des personnes qui parlent l'italien parmi vous, n'hésitez pas à vous connecter lundi prochain pour la 3e version italienne de ce webinaire de la Fédération européenne avec également deux fermes, une ferme suisse et une ferme italienne qui seront présentées. Euh, et puis, je vous dis bonne continuation et à bientôt autour voilà, d'un ring ou d'une exploitation de la race brune suisse, bien évidemment. Bonne soirée! Merci, vous aussi. Merci. Soirée.